Mesdemoiselles, Messieurs, cher monsieur, est-il besoin de dire tout le plaisir et l'impatience que nous avons à vous entendre ce soir et à vous remercier aussi de venir pour nous spécialement de Paris. On en est d'autant plus heureux, c'est qu'on peut rappeler, monsieur l'académicien, que vous êtes membre associé de l'Institut depuis plus de 30 ans. Aussi, comme d'habitude, oserais dire, les trompettes de la renommée vous précèdent. Notre désir de vous écouter ce soir est encore plus exacerbé, si c'est possible, par la nuit qui semble recourir le monde de la création artistique depuis quelque temps déjà. Je suis, pauvre béotien, ébranlé dans mes idées, dans mes convictions au sujet de l'œuvre d'art. Et je crois qu'un grand nombre parmi nous ont besoin, comme moi, d'un guide. Nous vous accueillons ce soir comme tel. Devrais-je vous présenter? Vous avez votre renommée. Présente-t-on un guide connu et reconnu? Présente-t-on un phare? Non, je ne le pense pas. On se laisse tout simplement éclairer. De lumière, monsieur, nous avons grand besoin. Car de plus en plus, les spécialistes qui commentent ou critiquent le travail de l'artiste contemporain veulent absolument nous faire admettre que l'œuvre d'art doit correspondre à 4 conditions. Selon eux, l'œuvre d'art, c'est d'abord quelque chose qui ne sert à rien. Ensuite, ce quelque chose est peut-être et doit être vu par un être humain. Enfin, il faut que ce quelque chose soit achetable. Et 4e condition, que ce quelque chose éventuellement véhicule un message. Si ces 4 conditions sont réunies, on se trouve en présence d'une œuvre d'art. Cela déconcerte. Aussi, vous comprendrez bien, monsieur, pourquoi notre impatience est grande et qu'on se réjouit de vous écouter. Mais avant de vous passer la parole, et pour m'excuser de ne pas oser parler de vous, ce qui aurait été manifestement très imparfait, passons plutôt directement au parfait et permettez-moi de lire un très bref, peut-être trop bref passage d'un de vos livres. Voilà, monsieur, ce que vous écrivez. L'art et la beauté. Voici donc l'art emporté dans cette pérégrination sans fin qu'est l'histoire de l'humanité, au même rythme qu'elle et selon les mêmes détours. Sous les yeux des voyageurs, le paysage change chaque jour et ne se retrouve jamais. Faut-il conclure qu'il n'est aucun point fixe où établir cet éternel errant? À ne suivre que son itinéraire, on serait tenté de croire qu'il n'existe pas ce point. Et pourtant, ce point fixe existe. C'est le but de l'art, le but auquel il tend, auquel il aspire, dont il croit chaque jour se rapprocher. Et ce but, c'est la beauté. Parfois, il pense l'atteindre. Il s'arrête, il s'établit. Est-ce pour toujours? Non, il repart le lendemain insatisfait. Bien plus, si le but est commun à tous, chacun le voit dans une direction différente et les disputes ne s'épuisent jamais. Il ne reste qu'une certitude, c'est que tous ces pèlerins sont aimantés par la même ambition.
Et c'est justement elle qui engendre cette tension d'où sortira parfois la beauté. La beauté, en effet, ne reposant dans aucune formule, aucun principe, peut éclairer chacun d'eux comme un rayon de lumière se pose sur telle ou telle cime d'une forêt. C'est que la beauté, nous l'avons dit, est du domaine de la qualité. Or, la qualité est le mot que, par définition, on a inventé pour exprimer ce qui échappe à toute mesure, c'est-à-dire au domaine de la quantité. Toute qualité qui se mesurerait passerait de ce fait dans le domaine de la quantité, et définir, c'est déjà mesurer. La qualité est créée par le don et l'effort de l'artiste, mais il en faut aussi au spectateur pour la percevoir, la faire renaître en lui. Là commence le dialogue secret de l'œuvre avec celui qui la regarde. Là réside le mystère où l'art trouve un aboutissement et sa justification. On ne vous dira jamais assez, monsieur, quel plaisir on a d'abord à vous lire et ensuite à vous écouter. Aussi, sans tarder, je vais bien entendu vous passer la parole, mais cela avec d'autant plus d'intérêt ce soir que vous allez nous parler des signes du temps et de l'art moderne. Des signes du temps. Or, comme l'a si bien dit Umberto Eco dans son roman Le nom de la rose, par la bouche de son héros Guillaume, je n'ai jamais douté de la vérité des signes. Ils sont la seule chose dont l'homme dispose pour s'orienter dans le monde. Monsieur l'académicien, nous sommes bien entendu très heureux de vous voir ce soir et encore plus heureux de vous écouter. Je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais tout d'abord dire ma vive gratitude à l'Institut Genevois de me faire revenir devant un public que je connais depuis un nombre d'années que j'aime mieux ne pas supputer, un public que j'ai eu devant moi chaque année pendant des décennies et que je retrouve avec plaisir aujourd'hui. Le problème que nous allons aborder, ce n'est pas celui de l'art moderne dans son ensemble, bien entendu, car il faudrait l'aborder de tellement de points de vue qu'une causerie n'y suffirait pas. Nous pouvons dire tout de suite qu'en effet, comme le Président vient de le rappeler, ce que nous devons chercher essentiellement dans l'art, c'est le plaisir esthétique. Mais ce n'est pas seulement ce que nous trouvons dans l'art. L'art est en même temps un instrument d'information, un champ d'enquête extrêmement passionnant pour le psychologue. Je n'oublie pas que le Collège de France avait créé pour moi, justement, la première chaire de psychologie de l'art. C'est cet aspect que je voudrais appliquer à l'époque moderne. En effet, la psychologie que révèle une œuvre d'art, c'est d'abord celle de l'artiste, sa personnalité qui nous touche, qui nous bouleverse souvent à travers le témoignage qu'il en donne. Mais aussi, il y a la psychologie collective. Toute œuvre d'art, en un lieu et en un temps déterminé, porte en soi une partie du secret de ce temps. Et c'est de ce point de vue que je voudrais aborder l'art moderne. Lorsque j'ai publié il y a 15 jours le livre qui porte le titre de la présente causerie, il y a eu des malentendus. Et en particulier, certains y ont vu des critiques contre l'art moderne.
Nous ne pouvons jamais sortir des positions acquises, des positions sclérosées. Je tiens à rappeler que j'ai écrit la première histoire de l'art moderne international dès 1934, avec une trentaine de collaborateurs de tous les pays, et qu'à cette époque, j'étudiais déjà l'art abstrait, je dis en 1934, en Russie avec Malevitch, en Allemagne avec Kandinsky, et j'en passe. C'est donc dire que je n'ai pas de leçons à recevoir pour la compréhension de l'art moderne de ceux qui s'y sont ralliés ensuite et tardivement. Mais peut-être que le fait que je m'y suis intéressé et que je l'ai compris tôt, peut-être que cela me donne du recul et me permet de prendre mes distances à l'heure actuelle. Et je m'interroge maintenant sur les lumières que l'art de notre temps peut apporter sur notre temps, sur le problème de notre temps. Car en dehors de l'esthétique, en dehors de la psychologie individuelle, il y a un problème qui nous pointe. C'est que nous sentons tous, plus ou moins clairement, que nous vivons une civilisation fatiguée et qui paraît parfois à bout de souffle. Et c'est un problème très grave pour nous que nous demander, puisque toutes les civilisations sont mortelles, Valéry l'a dit, on l'a souvent répété, de se demander si notre civilisation, à son tour, ne donne pas des signes inquiétants. Or, j'ai voulu me servir de l'art moderne, c'est donc l'objet limité de mon livre, pour essayer de pénétrer les ressorts de cette civilisation qui, à certains moments, paraît près d'aboutir à une crise profonde. Et c'est cette étude que je vais me proposer de résumer devant vous. Cette crise de civilisation, tout le monde en parle aujourd'hui, mais ce n'est pas une chose nouvelle. Je vous rappellerai que Oswald Spengler, la date c'était en 1918 déjà, avait écrit « Déclin de l'Occident ». Et je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, le prince Bernard des Pays-Bas avait réuni quelques spécialistes, aussi bien des historiens que des économistes, ou qu'un historien d'art comme moi, pour étudier justement ce problème de l'Europe menacée, de ce déclin de l'Occident. Je me rappelle que dans ces séances, il y avait des hommes comme Galbraith, dont on a quelque peu entendu parler depuis, comme Mansholt, comme Fourastier en France, quelques-uns des plus grands spécialistes des problèmes contemporains. Et déjà, il y a 15 ans, nous posions devant un scepticisme assez général le problème de cette échéance de sénilité qui semble menacer une civilisation qui a perdu sa plénitude et son équilibre. C'est pourquoi il m'a paru intéressant d'interroger l'art à ce sujet. Mais alors, me dira-t-on, qu'est-ce que l'art peut bien révéler? Bien. La psychanalyse nous a appris que sa méthode fondamentale, c'est d'interroger quoi? Des images. Les images des songes. Il ne s'agit pas de savoir si nous nous rallions à la psychanalyse freudienne ou à la psychanalyse jungienne. Je suis, moi, de la psychanalyse jungienne. Mais le fait reste toujours le même, que notre inconscient, pour révéler ses profondeurs, projette dans nos songes, libérés de notre logique et de ses contraintes et de ses raisonnements, projette dans nos songes des images, à première vue inintelligibles, qui paraissent de pure fantaisie, et qui, quand on les cerne, sont révélatrices de nos secrets, des propres secrets que nous avons à l'égard de nous-mêmes. Eh bien, ce qui est vrai de la psychanalyse individuelle est vrai de la psychanalyse collective. Les artistes sont un peu les songes de notre temps. Et c'est d'ailleurs pourquoi, ce serait le sujet d'une autre conférence, c'est d'ailleurs pourquoi
j'ai eu l'occasion souvent de montrer que l'artiste a eu des espèces de prémonitions de grandes découvertes que les savants n'ont effectuées que plus tard. Certes, chez eux, c'est confus comme un songe, mais quand plus tard le savant a eu la même intuition, l'a élucidée, l'a contrôlée à la fois par le raisonnement et par l'expérimentation, on s'aperçoit que c'est une vue prémonitrice, je répète le mot, c'est une vue confuse qu'on aurait pu déjà déchiffrer chez l'artiste. Je n'aurai qu'un exemple, et je ne l'expliciterai pas, mais j'ai montré que l'impressionnisme postulait l'équation d'Einstein, E égale mc2. L'impressionnisme traduit tout en termes d'énergie et non plus de matière, c'est déjà la première grande différence d'être arrivé au concept d'énergie, et d'autre part, il traduit cette énergie par la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. C'est bien ce que fait l'impressionniste et qui n'existait pas avant. Par conséquent, on sent que l'artiste, d'une manière confuse, comme dans un rêve, est le premier à pressentir ce qu'ensuite, avec une recherche approfondie et méthodique et contrôlée, le savant pourra pousser jusqu'au point de lucidité absolue. Il y a donc une prémonition chez les artistes. Il est aussi intéressant d'interroger les songes que nous révèlent les artistes que d'interroger en psychanalyse les songes des individus. C'est cela que je voudrais tenter devant vous ce soir et que j'ai tenté d'ailleurs dans le livre qui vient de paraître. En effet, ce sont les artistes eux-mêmes qui nous le disent. Et là, je mettrai sous le signe d'un des plus grands surréalistes contemporains, de Max Ernst, qui pour moi est le plus grand, bien au-dessus de Dali, qui a eu des succès plus publicitaires et moins profonds. Or, Max Ernst, dans une interview que j'ai gardée précieusement et qu'il donnait à la radio en juillet 1950, il y a 34 ans, disait « Il faut exclure toute conviction mentale consciente de la genèse de l'œuvre d'art pour arriver à l'inspiration totale. » Et cela nous montre l'erreur de notre temps en art d'avoir tout exprimé par des théories de critiques et d'esthéticiens. L'artiste est beaucoup plus spontané et l'artiste n'a pas à se rallier à des théories artistiques. Il est créateur. Et Max Ernst ajoutait qu'il faut intensifier l'irritabilité de sa vision jusqu'à la clairvoyance. Les objets de nos amours, de nos haines, apparaissent sur la toile sans que nous y contribuions par notre volonté. Il suffit à l'artiste de les y fixer. Bien, ce texte parfaitement lucide de Max Ernst est d'autant plus intéressant que le surréalisme a été justement une révélation, une recherche de la révélation de l'inconscient projetée dans l'imagination artistique. Ce texte de Max Ernst nous montre qu'en effet, si l'artiste accomplit vraiment sa tâche profonde, il ne doit pas raisonner son art, il doit essayer de projeter le plus authentiquement possible les images qui montent de sa sensibilité. Et ce sont ces images que nous avons le droit d'interroger de ce point de vue. Eh bien, la première constatation que je fais, et qui est très troublante, c'est que l'art, jusqu'au début du XIXe siècle, a essayé de peindre, à travers la recherche de la beauté, le bonheur de vivre. À quelques exceptions tourmentées et romantiques près, c'est surtout le bonheur de vivre. Et que l'art a cessé d'évoquer le bonheur de vivre avec le XXe siècle. On s'en rend compte quand on prend des œuvres dans leur ordre chronologique. Si vous voulez, nous allons prendre un des derniers artistes qui continue cette conception, Puvis Chavannes, qui est mort en 1898 avec le XIXe siècle. Eh bien, à la fin de sa vie, en 1891, par exemple, je vais donner un seul exemple, il peignait à Chartres l'été.
Alors là, vous éteignez la lumière, s'il vous plaît, et vous me donnez la première projection. J'espère qu'on pourra bien la voir quand tout sera éteint. Je crains un peu pour ma petite lampe, mais oui, je crois que la projection est suffisante. Bien, je n'ai pas besoin de commenter, mais vous voyez que tout ici est sérénité, les horizontales, les verticales des peupliers, puis est beauté, la beauté des corps se développant dans le calme ou dans l'harmonie, que tout est un rêve de paix et d'idéal. Eh bien, c'est une œuvre qui est exécutée en 1891. Je vais maintenant prendre une œuvre d'André Masson, qui a été un compagnon de route des surréalistes et qui, en 1942, donc 50 ans plus tard, peignait, en 1940 exactement, peignait cette vision. Et vous voyez que tout est devenu tempête, distorsion, que le monde est emporté justement par une sorte de raz-de-marée et que partout on voit les débris de la tradition des temples. C'est un surréaliste qui peint cela. Vous voyez, les temples antiques sont brisés. Les tourbillons emportent les débris de pierre qui sont les restes de ces temples. Partout, c'est l'ouragan, le vent, la tempête, même le soleil est voilé dans ces vagues monstrueuses. Bien, il suffit de juxtaposer ces deux images pour comprendre que quelque chose s'est cassé. On ne peut pas, à 50 ans de distance, dans le même pays, avoir deux visions aussi antagonistes. Il y a eu un craquement. Or, on pourrait faire encore une constatation semblable. Je dis souvent que les derniers peintres du bonheur de vivre ont été les impressionnistes, justement. Ils ont essayé de renouveler l'art, mais ils sont restés fidèles à la joie de vivre. Prenons un tableau de Renoir exécuté en 1878. Bien, c'est la joie de vivre. Ce sont les Parisiens qui, déjà menacés par la vie urbaine, s'enfuient dans ce qui était la campagne alors. J'y passe souvent, c'est devenu presque une ville maintenant. C'est sur les bords de la Seine, dans la banlieue immédiate de Paris. Et c'est un chant de bonheur, la lumière, la joie des couleurs, la joie de vivre, les plaisirs de l'amour, de la table, même la jeune femme au chapeau fleuri qui est en train d'entamer un dialogue tendre avec son petit chien. Il y a là une sorte d'allégresse de la vie. Or, en 1893, 15 ans plus tard, un des plus grands précurseurs de l'art moderne, l'expressionniste norvégien Munch, peignait la scène suivante. Nous sommes passés dans un monde d'angoisse. Et ce tableau m'intéresse d'autant plus, je n'ai pas le temps d'en faire la démonstration, je l'ai fait par ailleurs, qu'il est l'aboutissement d'une série. Munch a été l'élève des impressionnistes. Et savez-vous de quoi ce tableau est l'aboutissement? D'une vue d'Oslo le dimanche après-midi, qui est une vue impressionniste, avec des promeneurs qui se détendent dans le soleil, dans le calme de l'après-midi dominical. Puis, Munch reprend son tableau, le soumet davantage à ses nécessités intérieures. Et brusquement, la rue change. Elle devient sinistre, nocturne. Les personnages ont des yeux dilatés. Puis, il continue encore. Et il aboutit, en 3 ou 4 tableaux, à cette vision. Et vous le voyez, l'humanité, on ne pourra plus parler de bonheur. L'humanité, c'est cette face dilatée, anonyme, se bouchant les oreilles, poussant un cri, les yeux dilatés d'horreur, avec ces deux, il y en a un qui rognait, ces deux personnages fantomatiques qui avancent, emportés dans cette espèce de glissière, avec une nature qui n'a plus rien à voir avec la joie de l'impressionnisme, une nature qui est tempête, où les montagnes, le rivage semble se liquéfier comme un torrent.
comment est-il possible que se succèdent des visions aussi antinomiques au sein de la même évolution? C'est ce que maintenant je voudrais étudier. Alors je vais chercher dans les images de l'art ce qu'il y a de révélateur d'une nouvelle conception du monde. D'abord, notre première attitude, c'est vis-à-vis de l'espace. Je vais prendre encore un grand peintre réaliste, Courbet. Je vais voir comment au milieu du 19e siècle, en 1854, Courbet peignait l'immensité de l'espace. Bien, il n'en avait pas peur. Vous voyez que tout est le vide, l'infini du ciel, l'infini de l'océan, avec juste un bord de rivage. Mais regardez-le, Courbet. Il est exalté comme Victor Hugo devant l'infini. Il a levé son chapeau, il salue l'infini. Je ne dirais pas qu'il salue Dieu, parce que Courbet était un croyant, mais Victor Hugo, lui, dans la même attitude, saluait Dieu. Or, quand je prends le même sujet, exécuté aujourd'hui, je vais prendre un tableau de Fred Zeller de 1958. C'est le même sujet. L'homme sur la plage, devant la mer, devant le ciel. Regardez l'angoisse. C'est plus un personnage qui est comme un grand lyrique, brandit son feutre face à face avec l'univers, une espèce d'insecte ratatiné, seul avec son ombre. Et cela n'est pas indifférent. Il y a tout un livre du psychanalyste Otto Rank, du psychanalyste allemand, sur l'homme et son ombre. Je n'entrerai pas dans les détails, où il montre justement cette angoisse de l'ombre. L'homme seul avec son ombre. Puis il n'a pas le côté triomphant de Courbet. Là aussi, il y a quelque chose qui a changé. Et en effet, l'homme maintenant est angoissé dans l'univers, alors que les impressionnistes se dilataient dans la chaleur tiède du soleil, maintenant se rétractent dans le vide. Voilà justement de Spiliart, le peintre belge dont on vient de faire plusieurs expositions rétrospectives, dont une à Paris. Spiliart a vécu de 1891 à 1942. Eh bien, regardez son tableau peint en 1909, s'intitule « Solitude ». L'homme est encore ratatiné. Ici, il est dans un intérieur inquiétant. Les eaux débordent avec une grille. Et c'est le vide, mais un vide carcéral. Alors, cherchons d'autres visions. Le plus grand sculpteur, peut-être contemporain, à mon sens, c'est Giacometti. Et on se demande souvent, Alberto Giacometti, qui était suisse, et d'origine de famille italienne, on se demande souvent pourquoi est-ce que les personnages de Giacometti sont comme des fils de fer. Mais ils sont contractés par l'espace. C'est une image épouvantable du vide. Il y a même un critique suisse, Jacques Monnier, un critique très éminent, qui a écrit peut-être les meilleures lignes sur Giacometti. Et il dit, à contempler cette œuvre, qui s'appelle d'ailleurs la place de la ville. Et qu'est-ce qu'elle représente? Des individus qui veulent marcher, rongés par l'espace, sauf les pieds, car pour marcher, ils sont englués, ils collent au sol. Et regardez le succès du mot incommunicabilité, la communication. Il n'y a pas de programme politique à droite ou à gauche sans qu'on parle de communication. Eh bien, parce que l'homme actuel souffre du vide qui s'intercale entre les hommes. Et regardez-les bien, ils suivent tous leur chemin, mais ils ne se rencontreront pas. Si vous suivez la direction de chacun, ils ne se rencontrent pas. D'où cette angoisse. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Jacques Monnier disait, à contempler cette œuvre, on est saisi d'un vertige. Le vertige que provoque le vide.
Le vide semble être la matière première de Giacometti. Que reste-t-il de l'homme? Un personnage à la limite du néant. Cette culture du vide confine à l'absurde, est-ce celle du désespoir? Voilà donc ce qu'un témoin, voyez-vous, peut dire. Et d'ailleurs, Michel Seuphor, le grand critique de l'art abstrait, parlant de Mondrian, son Dieu, dit « Mondrian peint le grand vide, le rien, et dans ce rien, une couleur blanche aussi pure que le rien. Balayer, 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 faire le vide, balayer et planter un germe pur. » On pourrait d'ailleurs trouver des tas de titres. Par exemple, le groupe qui s'est intitulé le groupe Zéro, des œuvres de John Cage, l'Américain, qui s'appelle Composition du silence. Et Yves Klein, mort si prématurément, qui avait fait une fois une exposition de l'immatériel, du vide. Il n'y avait rien. On raconte même qu'un de ses clients favoris a été très embarrassé parce qu'il est venu voir cette exposition du vide. Alors d'abord, il a voulu montrer qu'il comprenait, bien sûr, c'est un amateur éclairé. Alors il a dit, c'est fort, hein, c'est fort, c'est très fort. Puis après, il a posé timidement la question, il a dit, mais ça s'achète aussi? Oui, lui a dit Klein, ça s'achète. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Alors Klein s'est approché et a dit, ça c'est pas mal. Oui, bon. Et Klein, généreux, a dit, voulez-vous que je le porte à votre automobile? Il a fait le geste comme ça. Et il a été le porter jusqu'à la banquette arrière de l'automobile. Puis après, le monsieur a signé son chèque. Eh bien, vous voyez cette hantise du vide qui est comme une fatalité à laquelle l'homme se confronte. Et par exemple, il y a deux peintres, Benrat et Duvillier, qui sont des artistes de valeur, qui, dès 1958, avaient fait une sorte de manifeste. Et ils disaient, devant la vieillesse de la pensée actuelle, après les exaspérations littéraires, le salut est dans le vide. Ce vide que les esprits bien intentionnés prendront pour une nouvelle néantisation n'est autre qu'une nouvelle prise de conscience en face d'un monde effondré. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'artiste, les deux artistes dans leur préface. Qu'on ne me dise pas que je les interprète. Et alors, ce sentiment du vide s'accroît en face de la rupture avec la culture traditionnelle. Par exemple, un homme qui a été un compagnon du surréalisme, qui après a évolué dans une autre direction, qui est revenu à un art classique qui n'est pas ce qu'il a fait de meilleur d'ailleurs, c'est Chirico. Eh bien, Chirico peint le vide dans la cité. Et regardez avec les restes de la culture antique. Voilà l'Ariane. Elle est là solitaire, avec son ombre toujours. Et le seul être humain, c'est cette femme en noir avec son ombre toujours. Et toutes les perspectives aboutissent au vide. Chirico a tiré une poésie considérable de ces images où les restes du passé semblent contribuer au sentiment de la solitude. Mais je vais prendre maintenant, ça c'est 1913, je vais prendre maintenant celui que je considère comme le plus grand surréaliste belge, je veux dire Paul Delvaux. Eh bien, savez-vous quel est le titre de ce tableau? C'est Nuit de Noël. Et c'est justement, Delvaux a senti le contraste entre ce qui jadis était une grande fête des âmes et ce que c'est aujourd'hui sur un quai de gare. Alors, vous voyez, des perspectives géométriques, du métal et du verre, des fils télégraphiques, la lune, et un être humain, une femme, seule, comme emportée par cette perspective qui mène loin et peut-être nulle part.
et c'est un nocturne. Je ne peux vous donner que quelques exemples, mais j'en multiplie dans mon livre. Et nous sentons là qu'il y a une vision nouvelle du monde qu'il faudrait maintenant pousser un peu plus loin. Tout d'abord, la conception de l'espace n'est pas qu'un vide. Elle se complète de ce qui est son complément et son opposé en même temps, le sentiment qu'on ne peut pas passer. Quand on regarde comment l'art moderne, que ce soit en Amérique, en Europe, a figuré l'espace, quand ce n'est pas le vide, c'est le barrage. Par exemple, il y a un thème. J'ai lu un article il y a 2 ou 3 mois, justement, sur ce thème, le thème du labyrinthe. Le labyrinthe existe dans les cathédrales gothiques. C'est simplement pour montrer la difficulté de joindre, comme dans le mandala bouddhique, le centre qui est la rencontre de Dieu. Le labyrinthe est simplement un symbole de la difficulté nécessaire de la marche consciencieuse vers Dieu. Le labyrinthe ressurgit à notre époque, il n'a plus que le sens de l'homme perdu. Je vais prendre un Américain, Vickrey. Bien, voilà son labyrinthe. Alors, nous sommes la nuit, c'est aussi angoissant que le tableau de Delvaux, mais il y a un chemin, il y a même une religieuse qui est là, qui ne trouve que son propre reflet. Alors on peut aller là, 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 on bute, on est enfermé, on revient, on repasse, on ne sait pas où on va. Cette image du labyrinthe est complétée par une autre image corollaire qui est l'image du barrage. Trouver l'espace barré devant soi. Voilà Max Ernst, que j'ai cité tout à l'heure. Bien, Max Ernst est comme hanté par ce barrage. Tantôt, il peint une falaise. Tantôt, il peint une forêt vierge impénétrable. Ici, il combine les deux. Il appelle ça la forêt pétrifiée. C'est une muraille qui est faite par des troncs morts qui ouvrent sur la nuit. Et même, voilà ce qui reste du soleil, pétrifié. Et les oiseaux, dont je reparlerai, qui sont à des archétypes, pour employer le langage de Jung, de l'espérance humaine, les oiseaux sont pétrifiés. Tout est devenu silence et mort de la pierre, le barrage. Mais c'est vrai chez un grand surréaliste comme Max Ernst. Je vais prendre maintenant ce que j'appellerais un néo-réaliste, Monneret, qui est un peintre important, puisqu'il est le président du Salon des Indépendants à Paris. C'est donc que ses confrères le considèrent comme une personnalité importante. Eh bien, en 1965, il peignait une centrale nucléaire. Mais regardez bien, la centrale nucléaire, c'est un barrage. On ne passe pas, regardez le petit bonhomme, tout petit, devant ce barrage monstrueux de fils, d'instruments mécaniques. Ce n'est plus du tout les mêmes éléments que dans Max Ernst, mais le résultat est le même. Alors vous me direz, ah oui, bon, tout ce que vous dites là, c'est vrai pour des figuratifs. Et l'art abstrait, vous trouvez ça dans l'art abstrait? Tout le temps. Je pourrais vous citer aux États-Unis Klein, je vais vous citer simplement Hartung, chez nous, qui est né en Allemagne, qui est... Mais regardez bien, c'est l'espace barré. Et c'est la même chose, en effet, chez Klein. C'est la même chose chez quantité d'artistes contemporains. C'est un barrage de l'espace. Je prends encore un autre de nos grands abstraits, Antaï. On a demandé à Antaï, je ne sais plus, 6-7 ans, de faire une affiche pour une exposition d'artistes. Et voilà ce qu'il a fait comme affiche. C'est-à-dire l'espace barré par un réseau avec des pointes comme des fils de fer. Voilà l'image abstraite, mais qui est née de son inconscient. Et je dois dire que l'idée d'en faire l'enseigne attractive, l'affiche d'un salon d'artistes, cette sorte de nos passaranes qui ne passeront pas, mais c'est nous qui ne passons pas, c'est encore une image d'angoisse. Et alors, ça se précise. Vous avez par exemple
des images obsédantes qui sont presque sans exemple dans l'art passé, sauf chez Goya, parce que Goya est le premier des précurseurs de l'angoisse moderne. Et regardez, du grand sculpteur Zadkine, qui a fait mon épée d'académicien, soit dit au passage, car j'étais très ami avec lui, un des 2 ou 3 plus grands sculpteurs contemporains, qui est mort depuis plusieurs années. Eh bien, regardez, Zadkine, cette idée unique, sans précédent dans l'histoire de la sculpture, de faire une grille et puis des mains qui essaient désespérément ou désespérément de passer à travers les maillons. Or, à droite, c'est l'œuvre d'une artiste que j'ai rencontrée encore avant-hier, c'est vous dire que c'est tout à fait actuel, qui s'appelle Laetitia Huré. Eh bien, vous voyez que c'est le même thème. Les barreaux, les barres, et puis les mains qui essaient de passer. C'est la même inspiration. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'en effet, je vais vous en montrer la preuve, Goya, qui est le grand précurseur de tout le déclenchement et de l'art romantique et de l'art moderne, eh bien, Goya a déjà eu, et à plusieurs reprises, cette vision. Il peint des prisonniers dans leur... Mais il a peint même presque le même sujet. C'est-à-dire l'être humain, voyez-vous, qui est derrière les barreaux, qui laisse pendre son bras inutile avec ce regard hagard. Donc vous voyez qu'avec l'apparition des premières inquiétudes sur la civilisation moderne, chez ce grand voyant prémoniteur qu'est Goya, se trouve déjà une expression spontanée de l'inconscient qui se reflète dans les artistes absolument contemporains. Voilà encore une œuvre bien typique d'Alfred Zeller. Ici, c'est un peintre néo-réaliste, Alfred Zeller, avec un fond derrière lui de surréalisme. Eh bien, voyez-vous, ce sujet, nous ne sommes que des images qui passent. C'est 1963. Et pour représenter cela, la rectitude implacable des horizontales, et puis des personnages, des vieux, des jeunes, de tous âges, dont nous ne voyons pas les visages et qui sont tous face à un mur étouffant qui systématiquement bouche l'espace. Il n'y a plus de nature, il n'y a plus que la dernière ombre d'un arbre qui se projette. C'est un thème d'ailleurs qui hante Zeller et qu'il a repris plusieurs fois. Mais voilà encore une autre image contemporaine, Wittwrangel de 1974. Vous voyez, le mur, avec la tuyauterie, tout est bouché. Bon, j'aurais pu vous en montrer 10. Je passe. Et j'arrive à ceci, que corollairement à ces raisons d'étouffement, nous pouvons suivre dans l'art contemporain le développement d'une attitude qui est celle de la mélancolie. Il se trouve que j'ai eu à intervenir dans un congrès de psychiatres. On m'avait demandé une communication. Il y avait là en particulier le professeur Tellenbach, qui est un des plus grands spécialistes de la dépression mélancolique, et qui avait fait une communication pour expliquer que l'attitude clinique du mélancolique, c'était un sentiment d'affaissement, de ne plus pouvoir se soutenir, qui part de la tête s'appuie sur la main s'appuie sur le coude cherche un support sur un meuble ou sur un genou, et c'est l'attitude de l'abandon. Or, à ce colloque, ce congrès plutôt, j'ai montré que cette attitude se retrouve curieusement répandue dans l'art moderne. Et je dois ajouter que ce que je disais ne veut pas être scientifiquement si absurde, puisque Tellenbach m'a envoyé personnellement une lettre ensuite pour me dire son complet accord avec ce que j'avais dit. Eh bien, ça commence à la fin du 19e.
J'ai cité Munch en Norvège. Ben, voilà votre grand peintre Hodler, qui était né en 1853, qui est mort en 1928. Et en 1889, c'est le tournant, c'est la fin de siècle. Voilà, et vous savez le titre qui donne à cette peinture? L'âme désenchantée. 1889. Je le disais un jour comme une prémonition de Buchenwald, cette misère humaine. Et ce qui est curieux aussi, c'est la période bleue, car Picasso, 1902-1903, Picasso, qui avait commencé par des scènes de Montmartre et de la vie parisienne, avec des danseuses, très Moulin Rouge, est passé spontanément à cette période bleue, à mesure qu'il prenait conscience de lui-même, période bleue qui m'intéresse d'autant plus que, là encore, du point de vue des psychologues, il y a des expériences concrètes qui ont été faites. On demandait à des étudiants de se prêter à une expérience et de rester pendant 15 jours dans une pièce où tout était coloré d'une seule couleur, même les vitres. Tu vois, qui vivaient dans du vert, dans du bleu, dans du rouge, dans du jaune. Eh bien, on a constaté que le rouge est exaltant et irritant. Le jaune, exaltant toniquement. Le bleu, d'abord apaisant, puis irrémédiablement dépressif. Vous voyez donc que le choix spontané chez Picasso, la période bleue, est significatif. On dirait, mais après, il a fait la période rose. Ouais, mais c'est parce que tous les biographes de Picasso vous diront que les événements personnels de sa vie créent toujours une remontée, et il avait commencé à vivre un de ces grands amours successifs qui ont rempli son existence jusqu'à une heure tardive. Eh bien, voilà donc sa première réaction. Mais que je prenne la génération après la guerre de 40, ce très grand artiste qui était Francis Gruber et qui est mort si prématurément. Il était né en 1912, il est mort en 1948. Eh bien, voilà, c'est au musée d'Arras actuellement. Voilà le tableau, l'annonce de l'hiver. Le titre aussi est évocateur. Vous voyez la jeune femme en noir. Il n'y a que du blanc, du noir, du gris. Il y a des oiseaux, ils sont empaillés. Et l'attitude de la mélancolie typique, avec la main qui se laisse aller. C'est cette fréquence du thème de la mélancolie à partir de la fin du 19e est extrêmement troublante. Et maintenant, je voudrais essayer d'aller un peu plus loin et de chercher s'il y a d'autres signes cliniques qui apparaissent d'une manière moins volontaire. Enfin, on peut dire là, on s'est donné comme sujet de peindre la mélancolie. Bien, j'ai toujours été persuadé qu'il n'y a rien de plus inepte dans notre époque que de vouloir vivre en spécialiste. L'homme qui étudie le XIIIe siècle se gardera bien d'étudier le XVe, ça serait une déviation, c'est vous dire que le spécialiste de la peinture ne connaît rien en sculpture, que le spécialiste, surtout des arts, ne connaît rien aux sciences. C'est absurde. Il y a beaucoup à tirer du rapprochement des diverses disciplines. Eh bien, je crois que les grands phénomènes qu'a observé la physique ne sont pas identiques dans les autres domaines, mais ont des correspondances, parce que ça correspond à des lois très profondes. Par exemple, la loi d'entropie est une loi de la physique, a sa correspondance en biologie, si bien que beaucoup de biologues ont pu dire, malgré des discussions d'incompréhension surtout d'autres biologues, on peut dire que la vie était une négantropie, c'est-à-dire un effort pour conjurer l'entropie. Et l'entropie a son reflet à tous les niveaux. Alors, l'entropie en physique, c'est la loi de Clausius, deuxième loi de la thermodynamique, c'est que dans un système isolé, la quantité d'énergie reste constante, mais se dégrade sans répit en qualité. Pourquoi? Grosso modo, prenez la chaleur, par exemple, parce que cette chaleur s'éparpille et se disperse, et que quoi qu'égale en quantité, elle finit par rejoindre le froid à force de se disperser, donc de se neutraliser. Eh bien, il y a le même phénomène dans le domaine psychologique. Les phénomènes d'éparpillement,
de rupture des structures, d'égalisation éparpillée sont un signe d'entropie psychique. Et si je reprends l'époque moderne, à partir de la fin du 19e, je fais une première constatation, c'est que le premier signe d'entropie, c'est l'impressionnisme. L'impressionnisme qui est encore optimiste, mais qui déjà désagrège la vision en supprimant les structures de forme et en les remplaçant par un poudroiement égalitaire de touches colorées. Et la preuve que c'est la ligne directrice de l'impressionnisme, c'est que le néo-impressionnisme qui lui succède systématise et crée ce qu'on a appelé le pointillisme, c'est-à-dire que la peinture est réduite à des points colorés juxtaposés. Voilà par exemple un tableau d'un post-impressionniste de Cross. Eh bien, nous voyons ce Cross, c'est les îles d'Or. Cross est mort en 1910, il était né en 1836. Eh bien, vous voyez qu'en effet, à la technique toujours employée par les peintres, se substitue une égalisation en points. Vous auriez la même chose dans Signac. Tous de même dimension, tous égalitaires, qui ne diffèrent que par la couleur. Et ce phénomène d'éparpillement, qui n'existait pas dans l'art auparavant, nous retrouvons dans toutes les écoles. Car on dit, ah, le surréalisme, ça n'a rien de commun avec l'art abstrait, ça n'a rien de commun avec l'impressionnisme. Ben, vous allez voir qu'il y a là une constante. Je vais prendre un exemple dans chaque école. Impressionnisme. Le cubisme. Le premier cubisme, c'est appelé d'un mot révélateur, cubisme analytique, vers 1910-1912, et encore un peu après. Voilà Picasso en 1915, l'homme à la pipe. On dit analyse de la forme, oui, mais en désagrégation. Regardez, on reconnaît les vestiges de la tête, l'œil, les moustaches, on voit même les boutons du gilet. Voilà le gilet, puis il est assis dans un fauteuil, rococo, là les doigts sur le fauteuil, encore le gilet que je retrouve. Donc il y a des éléments dans ce cubisme analytique qui partent du réel, Picasso l'a toujours dit, il y a même la main avec la pipe ici. On trouve ça, mais éparpillé. Et en plus, processus de concassement, si je peux dire, de la forme, avec pigmentation, comme dans l'impressionnisme, pour des raisons esthétiquement différentes. Donc, même phénomène d'entropie dans le cubisme. Qu'est-ce qui succède au cubisme? Le futurisme. Prenons Severini, né en 1883, mort en 1966. Son célèbre tableau détruit pendant la guerre, qu'il a refait et que, je dois dire en plein accord avec moi, il a donné aux musées nationaux, si bien qu'il est maintenant au musée d'art moderne. Eh bien, c'est la danse du pampan au Monico. Ce qu'il a voulu traduire, c'est 1910, l'œuvre originale, exécutée entre 1910 et 1911. Il n'y a plus de base, il n'y a plus de verticale, il n'y a plus aucune ligne de repère, et vous voyez que tout est une sorte de concassage trépidant qui remplit égalitairement toute la surface donnée, sans qu'il n'y ait plus de centre, de notion d'équilibre, tout s'éparpille. Alors là, vous me direz, mais le surréalisme, vous ne trouverez pas d'entropie dans le surréalisme. Bon, à mon opinion personnelle, un des plus grands est Yves Tanguy, qui est mort à New York après la guerre, qui était né en 1900, qui est mort en 1956, et qui, 2 ans avant sa mort, a peint un tableau que voici. La multiplication des arcs. Eh bien, je prends ce tableau-là, mais j'aurais pu en prendre 10 autres de Tanguy. Je suis obligé de prendre un exemple. Vous voyez, même sentiment d'éparpillement, cette espèce d'ossuaire primitif, il n'y a plus que comme des accumulations de galets. On ne se repère plus à rien. Tout est morcelé sous ce ciel vide. Alors, vous me direz, oui, mais enfin, les abstraits. Les abstraits, la même chose. Michaud, le grand poète surréaliste, post-surréaliste plutôt, eh bien, voilà des dessins de Michaud. Alors nous sommes arrivés à l'entropie complète.
Et d'ailleurs, avec ces intuitions qu'ont les artistes, la série à laquelle appartient cette œuvre est intitulée par Michaud lui-même « Dessin de désagrégation ». Et je peux vous dire qu'à ma grande curiosité, j'ai trouvé jusqu'en Corée du Sud des tableaux que des artistes avaient, quoique n'étant pas du bord des scientifiques, avaient intitulé intuitivement « Entropie ». J'en ai même trouvé un en Corée du Sud, qui s'appelle « Entropia ». Donc, ce que je dis là, l'artiste n'en fait pas un système, mais certains d'entre eux vont jusqu'à en avoir l'intuition. Ce qui me conforte dans le sentiment que j'ai. Et alors, on voit bien que c'est sorti de la vie moderne. C'est encore en Suisse qu'est mort le grand abstrait américain Tobey, le chef de l'école du Pacifique. Eh bien, regardons un peu, et je me rappelle même, sous les auspices de quelqu'un qui est ici, avoir été lui rendre visite peu avant sa mort en Suisse. Eh bien, voilà un tableau de Tobey. Vous voyez que ce sont des tableaux de désagrégation, comme les dessins que nous venons de voir. Mais d'où viennent ces œuvres? Ça m'intéressait de chercher quelle pouvait être leur origine, qu'est-ce qui était antérieur. Eh bien, voilà à gauche un tableau peint 9 ans plus tôt, 1942, et l'œuvre de 1951. Ce qui est encore plus révélateur, c'est que l'œuvre de 1951 s'appelle « La Cité universelle ». Et cette œuvre-ci s'appelle « Broadway » à New York. Donc, c'est la même pensée qui se continue. La cité, la grande ville. Et nous voyons très bien comment, au début, c'est le pullulement égalitaire de la cité moderne, autre phénomène d'entropie, ce gaspillage des enseignes lumineuses qui se neutralisent les unes les autres par leur surabondance, cette accumulation de voitures qui se neutralisent parce qu'elles ne peuvent plus circuler sur la chaussée, ce pullulement des piétons sur les trottoirs, c'est le vertige de ce pullulement qui s'est traduit ensuite dans la phase abstraite de Tobey sous cette forme. Donc là, vous voyez, pour Michaud, j'ai trouvé un indice, c'est le titre qu'il a choisi, puisqu'il a dit « dessin de désagrégation », et pour Tobey, j'ai trouvé un autre indice, c'est d'où venait cette œuvre originairement. Alors, à ce moment-là, vous allez me dire, oui, ben alors, il faut être logique. Et Mondrian qui fait des carrés, ça c'est solide, mais ce n'est pas désagrégé. Bon, nous allons en effet y arriver. J'en termine d'abord avec ce premier aspect, mais je voudrais tout de même, à l'appui de ce que j'ai dit, vous citer quelques textes. Pour l'éparpillement dans Picasso, je prends le témoignage d'un médecin, le docteur Dracoulides, qui a étudié la psychanalyse de Picasso et qui observe la désagrégation qu'on observe au cours des 5 étapes qui vont du précubisme à la période hermétique, présente une analogie frappante avec la désagrégation entre 1920 et 1936 de Saint-Peinture d'un peintre anglais, Louis Venn, qui était devenu fou, enfin malade, tout au moins malade mental. Eh bien, donc, il y a un rapport, vous voyez, dans cette désagrégation. D'autre part, même les critiques qui sont... Certains me disent, vous attaquez l'art moderne. Pas du tout. Ce n'est pas l'art moderne qui est en cause ici. J'étudie à travers lui les signes de notre civilisation. Ça n'est ni pour ni contre l'art moderne. Un psychanalyste qui étudie son malade n'est pas pour ou contre son malade, il est plutôt pour. Eh bien, Frank Elgar, qui est un critique du cubisme, un homme favorable au cubisme, sur la période 1911 de Picasso, l'a défini. Et comment la définit-il? Lui qui est favorable par définition, incontestable. Le modèle est si bien décomposé, fragmenté, décortiqué,
qu'il est difficile au spectateur de le reconstituer par les sens, sinon par l'imagination. Il parle de masse éparpillée, volatilisée. Or, ce qui est curieux, c'est peut-être ce qui va nous donner la clé, c'est que c'est un phénomène qu'on relève chez le schizophrène, justement. Le schizophrène, ce serait trop long d'entrer dans les détails, est comme débordé, submergé par le monde extérieur, et il a une incapacité à en contrôler les structures. Je laisserai la parole à un grand spécialiste, le professeur Volma, par exemple, qui montre que le mécanisme évolutif de morcellement prouve qu'il y a, chez le schizophrène, désagrégation de la personnalité et destruction des relations objectives entre l'homme et le monde. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est produit dans l'art moderne? La destruction des relations objectives entre l'homme et le monde. Alors là encore, qu'on ne me fasse pas dire des imbécilités, comme par exemple que je crois que les artistes sont des schizophrènes. Non, bien entendu. Mais étant les interprètes de notre époque, ils traduisent fatalement, s'ils perçoivent le caractère schizophrène de notre civilisation. Ça, c'est autre chose. Et, vous voyez, Dracoulides encore parle, pour le cubisme, de désagrégation, où la haine de la figure humaine n'hésite pas à sacrifier l'esthétique. C'est une agressivité libératrice contre une situation étouffante actuelle. Vous voyez que ce n'est pas moi qui l'invente, et que si je m'adresse à des spécialistes, ils en parlent bien avec la même optique que moi. Je tenais tout de même à avoir cette confirmation. Eh bien, cette désagrégation, je pourrais encore donner d'autres citations sans nous entraîner trop loin, elle est typique de la schizophrénie. Là encore, je ferai appel, par exemple, au docteur Ferdière, qui avait fait une communication en 1948 sur les dessins de schizophrènes à la Société d'esthétique, et qui disait, d'ailleurs, schizein, schizophrénie, schizein, c'est le verbe grec qui veut dire diviser. Par conséquent, ceux qui ont inventé, c'est Binswanger, qui ont inventé le nom de schizophrénie, savaient parfaitement qu'il voulait désigner par là un processus de désagrégation. Ferdière écrit « Bourré pour le schizophrène sert probablement à remplir le vide que nous retrouvons. Ce vide qui caractérise leur monde et que Binswanger appelle l'Ostwelt. Et il dit que même quand il y a des encadrements multiples, comme on l'observe cliniquement, c'est pour éviter la désagrégation complète, pour éviter le chaos. Donc là, voilà l'opinion de spécialistes. Alors, vous me direz, bon, mais ça ne colle pas, ça, parce que vous venez de parler de désagrégation, voilà Mondrian. Mondrian, lui, 1921, composition, on ne peut pas plus structurer. D'accord? Mais consultez également Ferdière, consultez Volma, eh bien, ils vous diront qu'une des formes schizophréniques, c'est parfois pris de panique devant la désagrégation, de se réfugier sur les structures élémentaires et les plus systématiques possibles, pour trouver une espèce de sécurité de secours. Et là encore, ce n'est pas l'artiste que j'accuse d'être schizophrène. Il reflète notre époque. Mais chez Mondrian, qui a été soigné pour certains troubles neuropathiques, le cas est plus net. Il y a une chose de très curieuse que me racontait un jour Kandinsky. Kandinsky me dit « J'invite Mondrian à déjeuner ». Et comme à ce moment-là, il habitait à Saint-Cloud, un appartement que j'ai bien connu, il donnait sur un très beau jardin par derrière. Alors, il le reçoit avec sa femme, Madame Kandinsky. Alors, ils se mettent chacun d'un côté, puis la place centrale à Mondrian,
Et pour lui faire honneur, on met Mondrian face à la fenêtre ouverte sur le paysage. Et Mondrian entre dans la pièce, voit sa place et dit non, 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 prend la chaise et se met le dos à la fenêtre. Parce qu'il avait une espèce d'appréhension devant justement la nature et se réfugiait dans des structures. Et la preuve en est également avec son ami et disciple Vantongerlo. Ils étaient très amis et ils se sont brouillés définitivement. Vous savez pourquoi? Parce que Vantongerlo voulait ajouter des diagonales dans le carré. Ça a été un cas de rupture à mort et Mondrian n'a plus voulu entendre parler de Vantongerlo. Et puisque je vous parle de Vantongerlo, je vais justement faire la démonstration. Il n'y a rien de plus intéressant, j'ai beaucoup suivi l'œuvre de Vantongerlo, il n'y a rien de plus intéressant que de suivre l'évolution chronologique d'un artiste. Bien. Comment commence Vantongerlo? Par l'impressionnisme. Voilà 1916. Vantongerlo est né en 1886 et est mort en 1965. Vous voyez donc qu'il commence par un impressionnisme sur-divisionniste. Ce n'est même plus le pointillisme, c'est à peine, ce ne sont pas ses premières œuvres, mais c'est à ça qu'il aboutit très vite, ce sont plus que quelques taches dispersées. Donc, il a commencé par la dispersion et l'éparpillement. Puis, ça c'est 1916. En 1918, brusquement, conversion. Et alors, comme Mondrian, les verticales et les horizontales. 1918. Mais qu'est-ce qu'il fait en 1939, 21 ans plus tard? Nous sommes à la limite du vide. Il n'y a plus quelques vestiges qui flottent dans un espace vide. Et le vide arrive. Voilà le peintre très connu américain, Robert Ryman. Eh bien, en 1971, j'ai vu cette exposition. C'est-à-dire que ce sont de grandes toiles sur lesquelles il n'y a pas plus de choses que sur le mur. Vous voyez, j'admire toujours les étudiants consciencieux. Et cette jeune fille est un peu angoissée en se demandant ce qu'elle doit regarder. Et le vide. Et vous voyez comment il y a là un processus qui mène, par l'éparpillement généralisé, jusqu'au vide. D'où la réaction de reprise du pop art, qui a été tout d'un coup, ayant abouti au vide, de revenir en face du réel. Mais alors, c'est une attitude agressive et de mépris. D'où le réel littéral. Par exemple, au musée d'Ottawa, il y a une salle entière qui est réservée à Georges Segal, qui est né en 1924. Ça s'appelle Gas Station. C'est la station d'essence. Alors, ce sont des objets réels, le distributeur inéluctable de Coca-Cola, bien entendu. Les bouteilles, la production également notre production est un peu schizophrénique aussi, avec ces bouteilles toutes semblables, tous ces bidons semblables, tous ces bidons semblables. Le pneu est authentique, les bidons sont authentiques, l'horloge est authentique. C'est l'objet brut et le personnage vivant est un moulage. Et vous voyez, nous retrouvons la position de l'accablement. Ou alors, on pousse plus loin, alors c'est l'art d'Armand, par exemple, qui lui est né à peu près le même âge, il est né en 1928. Alors Armand prend des bacs de verre et entasse des objets non organisés, mais en plus, ce sont toujours des objets périmés, des résultats d'ordures, de tas d'ordures. Ici, ce sont des brocs, mais vous remarquerez qu'ils sont tous soigneusement percés, écaillés, inutilisables. Ou alors, il a fait une autre série avec des violons. Ce sont des violons qui brûlent d'abord et il met les débris carbonisés des violons dans une cuve de verre comme celle-là. Ça me rappelle, je ne sais plus qui était, dans une exposition que je visitais, le nom m'échappe,
Et c'est l'artiste qui représentait une table avec les assiettes, les débris de pain, les miettes, tout complet, y compris le fromage. Et le gardien voyait que j'étais un visiteur consciencieux, s'approche de moi et me dit « Ça vous intéresse ?» Alors je lui dis « Oui, ça m'intéresse beaucoup. » Ah, il me dit « Alors, monsieur, c'est dommage que vous soyez venu si tard, je n'étais pas venu à l'inauguration. » Ah oui, je dis « Pourquoi ?» Oh, il me dit « Monsieur, le fromage sentait si fort. » Évidemment, j'étais venu 15 jours plus tard, le fromage ne sentait plus rien, il était desséché. Alors, maintenant, je ne veux pas vous laisser sur cette note désespérante, bien entendu. Il se trouve que la peinture des jeunes m'intéresse beaucoup et que j'ai l'occasion chaque année de l'interroger parce que je suis depuis 15 ans le président du jury des Grands Prix de Monaco annuels qui sont donnés, nous tenons à ne pas les donner à une carrière achevée, mais à des artistes ayant entre 30 et 45 ans. L'année dernière, nous avions 54 nations participantes qui allaient de la Corée du Sud au Guatemala. C'est vous dire que ça peut donner un certain coup de sonde sur la peinture contemporaine. Et alors, ce que je constate, c'est que les artistes, maintenant, les choses ne doivent pas s'arrêter. Être moderne, c'est changer sans cesse, parce que les années passent. On ne peut pas dire tout d'un coup, le modernisme, c'est ça, et s'arrêter. Les artistes ont tendance, les jeunes, à assimiler les conquêtes qui n'auraient jamais été accomplies sans le surréalisme, sans l'art abstrait, sans le cubisme. Tout ça est positif. Mais positif, il ne faut pas le mettre en conserve. Les conserves, c'est fait pour être mangé et assimilé. Eh bien, ils l'assimilent. Mais ils reviennent au réel. Non pas par fanatisme matérialiste du réel comme les académiques du XIXe siècle qui voulaient rivaliser avec l'appareil photographique, ça c'est mort. Mais ils y reviennent comme un moyen de langage. Les images, justement, sont pour eux, ce que je disais en commençant, un moyen de transmettre une émotion à un spectateur. C'est par là qu'ils ont assimilé le surréalisme, évidemment. Et alors, c'est cette peinture qui s'inspire du mot admirable de Delacroix, qui disait que pour un grand artiste, la nature est un dictionnaire. C'est-à-dire qu'elle ne vous propose pas des phrases. C'est à vous de bâtir ce que vous voulez dire. Mais ce sont des mots qui vous permettent, comme à l'écrivain, de communiquer sa pensée. L'écrivain ne copie pas les pages de son texte. Il les crée, il emploie les mots du dictionnaire. Et je vois un mouvement chez beaucoup d'artistes actuels pour revenir justement à un vocabulaire de communication réaliste, c'est-à-dire reconnaissable, qui donc suggère aux gens des réactions analogues, mais pour exprimer ce que l'artiste est seul à sentir. Et alors, chez beaucoup de ces jeunes artistes, je vois muer la mélancolie. Voilà par exemple une œuvre de Guy de Malherbe, exécutée il y a 2 ans. La fenêtre. Eh bien, vous voyez, c'est encore la jeune femme triste de tout à l'heure. Mais maintenant, elle regarde. Elle regarde à travers la fenêtre, qui est une grille, mais la grille ne recouvre plus la nuit, elle recouvre le jour, la lumière. Il y a une aspiration à recouvrer une lumière. Par exemple, je vous ai montré le désespoir dans Fred Zeller. Je vais encore prendre un tableau de lui. Voilà encore l'image de la mélancolie. Mais la mélancolie tourne le dos à quoi? À un escalier qui monte, qui monte, qui monte vers le ciel et où un flambeau s'allume. On retrouve là tous les symboles élémentaires et on comprend très bien la profondeur de ce que disait Malraux dans un texte que certainement aucun d'entre vous n'a lu parce que je l'ai lu moi au Québec, dans une revue québécoise qui s'appelait France-Québec et où Malraux donnait une interview en 1974. Ce texte est pourtant digne d'être gardé. Malraux disait « Nous sommes la première civilisation qui ne sache pas le sens de la vie. Nous sommes dans une civilisation qui, à la question « Qu'est-ce que les hommes font sur la Terre ?» répond
Je ne sais pas. Ce n'est jamais arrivé. Et il ajoutait, la science, qui est notre orgueil, peut faire énormément de choses, on le sait, mais il y a une chose qu'elle ne peut pas faire, c'est un homme. Bien, c'est là qu'est tout le problème. Civilisation matérialiste, civilisation positiviste, civilisation qui nourrit une part indispensable de l'homme, mais qui asphyxie l'autre. Je n'ai plus le temps de développer des idées dont j'ai fait un chapitre pour la prochaine encyclopédie, la philosophie qui va paraître aux presses universitaires, où j'y montrais qu'il faut reprendre un travail cartésien en philosophie et constater que nous avons deux champs d'expérience. L'expérience extérieure par nos sens sur le monde de la matière-espace et l'expérience intérieure qui est ce que nous sentons et qui plonge jusqu'à notre inconscient, qui est une expérience de la durée, selon le mot qu'employait si bien Bergson. Eh bien, ces deux expériences-là doivent être satisfaites. Mais alors que l'expérience physique s'explique entièrement par les causes antérieures, où tout est conséquent de ce qui est déjà, l'expérience intérieure de la durée, qui est fondée sur la qualité, est une aspiration constante à un progrès. L'humanité serait suicidée si elle ne visait pas une progression, ce en quoi elle ne fait qu'obéir physiologiquement à la loi de l'évolution que toute la création que nous connaissons suit depuis ses origines. La matière, puis pour corriger les lacunes de la matière, la vie apparaît, puis pour corriger les égarements de la vie, la conscience apparaît, puis comme la conscience est d'abord qu'instinct aveugle, l'intelligence apparaît. Nous voyons cette progression continue qui est le contraire même de la causalité efficiente, qui est, comme disait Jacques Monod, une téléonomie. Et je suis content que ce prix Nobel de physique ait justement affirmé ce terme. Il n'y a pas, le mot finalité philosophiquement est équivoque, mais l'homme a besoin d'une téléonomie, d'aller vers quelque chose et de sentir qu'il avance vers quelque chose. Le jour où il ne s'occupe plus que de sa soupe et de ses soupes, ce jour-là, il stagne dans le présent et sa civilisation est morte. D'ailleurs, c'est Monod qui le disait, Monod qui est à la fois mon collègue au Collège de France et un vieil ami de jeunesse. Monod disait, et c'est donc un grand savant, un prix Nobel qui parle, ce n'est pas un littérateur comme moi, peut-être plus encore que d'une explication que l'éthique de la connaissance ne saurait donner, l'homme a-t-il besoin de dépassement et de transcendance. Donc, c'est exactement, mais mieux formulé, ce que je viens de vous dire. Et c'est par cette aspiration au dépassement que je voudrais justement terminer. Les archétypes, comme dirait Jung, de l'inconscient, sont la montée. Tout ce qui échappe à la pesanteur, pour l'homme, est un symbole spontané d'antimatérialisme, d'échapper à la condition matérielle, donc tout ce qui monte, tout ce qui est lumière. Et en effet, on a voulu tout expliquer d'abord par la matière, puis après on a été obligé de faire intervenir l'énergie. C'est plus tardif que vous ne croyez, car, je dis cela seulement une minute, quand j'ai appris la physique, moi, dans les livres de M. Janet, qui était pourtant un homme très connu, j'ai appris ceci que j'ai retenu. La matière et l'énergie sont deux phénomènes absolument distincts, sans que l'on puisse espérer jamais que l'un devienne l'autre ou réciproquement. Alors, qu'est-ce que c'est que la bombe atomique, hein? La démonstration du contraire. Bien, voilà ce qu'on nous enseignait encore, les grands savants de l'époque. Or, actuellement, c'est ce concept nouveau de l'énergie qui nous a dématérialisé la pensée, qui l'a libérée de la servitude de la matière, et malheureusement, cette servitude, nous y croupissons toujours pour notre vie pratique, où plus rien ne nous entraîne dans cette marche téléonomique, ascendante, sans quoi nous manquons à notre fonction dans l'évolution, tout simplement. Et quand les espèces animales commencent à manquer à leur fonction, la nature se charge de les éliminer. L'homme ferait peut-être bien d'y penser. Je vous disais que ces symboles
on les voit. Il y a le grand créateur de la sculpture abstraite, Brancusi, l'a montré. Mais voilà déjà, actuellement, Harry Rosenthal, même dans la sculpture, qui est un art de masse, de pesanteur, où on dit toujours qu'il faut que les choses s'équilibrent, escalade. C'est des efforts désespérés d'un personnage semblable à ceux de Giacometti. Vous le reconnaissez. Mais cette fois-ci, ils veulent en sortir. Ils veulent se libérer. Et le grand Brancusi a passé une grande partie de sa vie. Il était né en 1876. Il est mort en 1956. À faire une version de l'oiseau, Maïastra. Je n'ai pas le temps de vous dire à quoi correspond Maïastra dans les légendes populaires roumaines. Nous n'avons plus le temps. Mais, en 2 mots, et Maïastra le confirme, il avait choisi ce nom à cause de ça, Maïastra, c'est l'élan pour se libérer de la pesanteur, c'est l'élan vertical. Et vous voyez que dans ses presciences, il en est arrivé à inventer la forme de la fusée avant les ingénieurs, pour exprimer le jet se libérant de la pesanteur. La fusée a repris des formes, sans le savoir, qu'avait trouvé, par l'abstraction, qu'avait trouvé Brancusi. Et alors, où l'oiseau? Regardez dans le surréalisme. Magritte, vous retrouvez le vide de l'océan, le vide noir et orageux du ciel. Oui, mais là où est l'oiseau, le ciel recouvre sa lumière, le ciel devient bleu. Conscient ou inconscient, peu importe, le symbole est là. Et vous avez des artistes contemporains que je pourrais multiplier. L'artiste que je voyais encore la semaine dernière à Bruxelles, Londo, l'oiseau, et la perspective qui monte, qui fuit. Voilà encore un autre de ces artistes actuels, Paul Courtin, et son tableau s'appelle « Oiseau de lumière ». Donc, inconsciemment, il a associé à la fois l'idée de l'échappée de l'oiseau à la pesanteur et de l'échappée de la nuit par la lumière. Et voilà encore un autre oiseau moderne, je ne vais pas multiplier, l'heure nous presse. Et voilà d'un artiste que beaucoup ont cru être un pompier parce qu'il était un précurseur. C'est Chaplain-Midi. Car Chaplain-Midi a passé pour retardataire parce qu'à l'époque du figuratisme, du non-figuratisme, qui était l'avant-garde, il faisait du réalisme. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est lui le premier qui a flairé ce que les jeunes essaient de réaliser aujourd'hui. Eh bien, regardez, dans un des tableaux de Chaplain-Midi, nous avons la même solitude désespérée dans le vide en bas, l'humanité pétrifiée, mais les mains se tendent vers quoi? Vers le vol libre des oiseaux dans le ciel et dans la lumière. Voilà une femme sculpteur grecque qui vit à Paris, je la voyais encore avant-hier. Elle s'appelle Efthymiadi. Eh bien, je vous montre une seule de ses œuvres. Il y en a 2 que j'aurais dû vous montrer. Ça, c'est la lumière montante. Et elle a fait une autre œuvre qui s'appelle L'oiseau qui s'envole et qui est presque similaire à cette lumière, ce qui provient de l'association de l'idée de flamme, lumière et de l'archétype qu'est l'oiseau. Prenons un grand artiste belge abstrait qui a maintenant bien 90 ans, de Beuck. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, il était toujours vivant. Eh bien, vous voyez comme de Beuck, il y a déjà plusieurs années, exprimait cette idée, un tableau abstrait, et combien significatif, qui part de l'ombre et de la nuit, qui s'allume, encore une lumière trouble, puis d'un coup qui devient de plus en plus blanc, de plus en plus pur, de plus en plus évanescent. Et alors, puisque on a cru que je désavouais l'art abstrait, alors qu'au contraire, je m'appuie sur lui, je terminerai par une œuvre abstraite du plus grand sculpteur abstrait américain, qui, à mon avis, est Richard Lippold, qui est né en 1916. Eh bien, au Metropolitan Museum de New York, une salle entière considérable est réservée à son soleil, qui est fait, un peu pas plus abstrait, entièrement en fil de fer. Et je ne sais plus, il y en a, je crois, 350 mètres de fil de fer pour faire cette œuvre. Et vous voyez, il a appelé ça Sun, soleil.
Et il a retrouvé le centre. Fini l'entropie. Il a retrouvé le centre d'irradiation. Ceux qui étudient la symbolique des formes vous rapprocheront cela du mandala tibétain, la forme circulaire irradiant de son centre, qui est l'origine du nimbe dans la religion chrétienne. Et alors, symbolique du soleil qui rayonne, qui se projette. Et alors, l'œuvre est toujours éclairée par un projecteur de manière à avoir son sens lumineux. Et vous voyez donc qu'on comprend cette symbolique. D'ailleurs, pour l'oiseau, par exemple, elle est très ancienne. Je vois que j'avais pris sur une fiche une citation du XIVe siècle. Eh bien, le grand mystique Suso écrivait « Fais comme un aigle qui a grandi, et que tes ailes, parvenues à leur croissance, je veux dire les puissances supérieures de ton âme, s'élancent vers la noblesse de la contemplation dans les hauteurs d'une vie heureuse et parfaite. » Et quand Mallarmé criait « l'azur, l'azur, l'azur », il ne disait pas autre chose. Alors certains me diront, je connais l'ancienne, tout ça c'est de la littérature. Pensez donc les mystiques, hein, les suspects mystiques. Alors je me permettrai de faire appel pour conclure au plus grand savant du monde moderne, le plus grand génie de la science, Einstein, qui en 1955 écrivait « Celui qui a le sentiment que sa propre vie et celle de ses semblables sont dépourvus de sens est non seulement malheureux, mais il est à peine capable de vivre. » Et il ajoutait « Une culture pour vivre doit chercher l'accomplissement de la vie. » Eh bien, j'ai essayé, je ne dirais pas par cette brève analyse, elle est misérablement brève en face de tout ce qu'il y a à dire, trop longue pour la soirée, mais j'ai essayé par cette analyse de chercher d'abord comment dans la sincérité des profondeurs inconscientes, l'artiste nous met en face d'une réalité qui n'est plus des raisonnements contestables, qui est l'évidence ressentie de la crise de civilisation. Et l'effort, je dis souvent, la jeunesse en 68 a eu une réaction saine, elle voulait tout casser. Les gens ont dit c'est idiot. Mais une première réaction de colère et de sursaut est toujours idiote. Mais elle ouvre parfois la voie. Et actuellement, je vois au contraire chez les jeunes le sentiment d'une carence de vie spirituelle, c'est-à-dire d'une autre raison d'être dans la vie que de cultiver l'économie et de faire des sous, ou de manger, ou de faire l'amour. Eh bien, les jeunes sentent que derrière tout cela, il y a autre chose. Et ils pressentent que quand un individu ou quand une société ne s'en rend plus compte, quand elle ne cherche plus à se surpasser dans la voie que lui imprime, je le répète, la loi de l'évolution, eh bien ce jour-là, comme les diplodocus quand ils ont fait leur temps, elle est condamnée à disparaître. De son exposé qui est extrêmement intéressant. Vous savez que vous avez la possibilité maintenant, si vous le désirez, de poser des questions à M. Huyghe. Est-ce que quelqu'un aimerait lui poser quelques questions sur le sujet de la conférence ou sur l'art moderne par rapport à la vie de notre société? Oui, madame, s'il vous plaît. Madame. Vous avez mentionné Malevich en passant au début. Je me demande comment vous le placez vis-à-vis de cette mélancolie et ce désespoir de la peinture moderne, certainement pas dans... Quel artiste avez-vous cité? Malevich. Ah, Malevich, oui. Oui, certainement, vous ne le voyez pas dans la même perspective que Mondrian, comme un peur, panique. Non, alors, Malevich, alors j'ai fait dans mon livre, parce que tout ça nécessite plus qu'une heure et demie, j'ai fait tout un chapitre sur l'énergie. Et j'ai montré que la valeur positive du monde moderne, qui d'ailleurs avait été développée par la science, c'est l'énergie. Et alors, malheureusement, cette énergie ne porte que si elle a un aboutissement spirituel. Ce que Malevich savait, est ce que Kandinsky a écrit. Reprenez
du spirituel dans l'art de Kandinsky, le titre est assez expressif, du spirituel dans l'art, c'est-à-dire qu'il dit exactement ce que je dis ici.